BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Éric Lombard. Il est directeur général de la Caisse des dépôts. Bonsoir Éric Lombard. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez publié ce matin vos résultats pour l'année 2023. Il y a toujours évidemment beaucoup de chiffres, beaucoup de données quand on est la Caisse des dépôts. Il y a beaucoup de dossiers aussi sur la table où à chaque fois on dit que fait la Caisse, que va faire la Caisse ou que va faire BPI, parce qu'on va rappeler que BPI, donc dirigé par Nicolas Dufourcq aussi, vous en êtes l'actionnaire principal. Nicolas Dufourcq a dit l'autre jour chez moi, sur le dossier Atos, qu'il allait peut-être regarder. Le gouvernement a été encore plus clair devant le naufrage boursier. Il a dit, et financier, il a dit il faut trouver une solution nationale. Alors, je vous pose la question avant d'aborder vos résultats. Qu'est-ce que vous allez faire pour Atos? Parce qu'il faut faire quelque chose. Alors, la Caisse n'est pas impliquée dans ce dossier, ne le sera pas. Ce n'est pas notre mandat, c'est une entreprise industrielle, une entreprise d'électronique et de défense. Et d'ailleurs, voilà, nous ne sommes pas actionnaires. Et BPI France, le cas échéant, pourrait regarder telle ou telle partie, mais en aucun cas participer à l'ensemble. C'est une très grande entreprise sur laquelle d'ailleurs il y a des intérêts qui se sont manifestés. Donc on va laisser déjà le dossier se dérouler. Ouais, ça y est, oui. On sait où est-ce qu'il en est là. Oui, oui, alors peut-être qu'une solution d'ensemble sera trouvée. Dans ces cas-là, ça sera sans nous. En revanche, si sur telle ou telle activité, une solution devait être trouvée, je rappelle que BPI France, dans ces sujets, intervient toujours comme minoritaire et aux côtés d'opérateurs. Ouais. Donc ça ne peut pas être le cœur d'une solution, ce ne serait pas conforme à son mandat. D'accord, mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts, ou BPI, vous n'interviendrez pas dans l'ensemble, mais sur une partie stratégique, évidemment, on pense tout de suite à évidemment la cybersécurité ou les calculateurs, où ce sera d'autant plus stratégique que Atos et cette partie-là intervient dans les Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment un enjeu pour la France. Alors si cela fait du sens, il y a aussi d'autres opérateurs dans le pays qui sont dans ces activités et qui peuvent avoir un intérêt industriel. Alors est-ce qu'ils auront besoin d'un accompagnement? Ça se regarde, mais il faut les laisser traiter le dossier d'abord sur un plan industriel. Oui. Au dossier un peu chaud, un mot, c'est Worldline, où vous êtes BPI est actionnaire. Est-ce que à votre avis, il faut changer de gouvernance? On sait que là aussi, il y a un peu le feu à la maison, même si ça s'est calmé. Il y a un nouveau président qui a été nommé aujourd'hui. Oui. Moi, il me semble qu'il y a eu des difficultés industrielles, comme il arrive parfois dans ces métiers qui sont très exigeants et très compétitifs. Et donc, je pense que Worldline va pouvoir maintenant traiter les sujets qui sont apparus et repartir sur un chemin plus positif. Autre dossier chaud avant d'aborder vos résultats. Non, c'est un dossier qui, là, pour le coup, vous avez juste un peu plus de 50%. C'est Orpea, devenu hier EMEI. Est-ce que pour vous, ça y est, le dossier est bouclé, solide? Et quel est l'avenir pour Orpea et quel est votre rôle, ou du moins EMEI? Alors, on est effectivement plus concerné, parce que depuis le mois de janvier, avec nos partenaires, CNP Assurance, Maïf, MACSF, on détient 51% du capital. Donc la première phase, le sauvetage de l'entreprise, qui s'appelle maintenant EMEIS, c'est fait. Et donc maintenant, on va continuer le redressement. En réalité, le redressement, il a été entamé il y a plus d'un an par Guillaume Pépi, par Laurent Guillot, qui s'en occupe très très activement. La première priorité pour EMEIS, c'est de s'occuper des résidents et des malades, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des cliniques psychiatriques en grand nombre. Il y a près un tiers des cliniques psychiatriques privées qui sont gérées par EMEIS. Et donc, recruter plus de personnel pour que le taux d'encadrement s'améliore. Les salaires ont été augmentés et donc ce travail est en train d'être fait. Et puis le redressement financier va suivre, mais notre première priorité, c'est de s'occuper des résidents et des patients. Oui. Donc pour vous, pas question de réinjecter de l'argent, encore de l'argent dedans? C'est pas nécessaire. Le résultat opérationnel est positif et il va se redresser. Donc on verra au fil du temps, mais aujourd'hui, le problème financier réglé, c'est vraiment le sujet opérationnel sur lequel il y a un gros travail qui est en cours. Et qui doit être fait. Les résultats de la Caisse des dépôts, donc, légère baisse, enfin de 7% quand même, 3,9 milliards. Vous avez été impacté dans toutes vos activités par la crise du logement. Et puis,
par les résultats de la Poste dont on parle un instant, parce que c'est vrai qu'à la Poste, la situation est un peu compliquée. Alors, on a eu 2 chocs négatifs, c'est exactement ce que vous dites, sur l'immobilier de bureau. En réalité, la baisse des prix de l'immobilier de bureau, c'est à peu près moins 35% par rapport au pic. Donc c'est considérable. Et ça nous impacte de l'ordre de 670 millions d'euros cette année. Et nous pensons d'ailleurs que ce n'est pas complètement terminé, qu'il y aura encore des ajustements en 2024, mais nous avons provisionné totalement tout ce qui pouvait l'être. Et puis effectivement, ça a été une année difficile pour la Poste, dont les résultats ont été divisés par 2. D'abord du fait de l'inflation. L'inflation, quand on ne peut pas tellement bouger ses tarifs pour la Poste, c'était difficile, même si la Poste a trouvé des ressources pour compenser les effets de l'inflation. Et puis quelques difficultés sur des filiales de Géopost qui ont été fermées ou vendues. Et puis aussi une année plus difficile pour la Banque Postale. Tout ça nous coûte de l'ordre de 360 millions d'euros. Donc on voit bien que ces 2 chocs, à eux deux, font plus d'1 milliard d'euros. Et le fait d'avoir maintenu nos résultats à peu près au même niveau que l'année dernière, près de 4 milliards d'euros, ça veut dire qu'on a eu 1 milliard d'éléments positifs qui ont compensé. D'abord, quelques plus-values. La vente du viaduc de Millau par la Banque des Territoires. ICAD Santé aussi. Et puis chez ICAD, ICAD Santé, qui a été une très belle opération, qui a permis à ICAD d'avoir des résultats très positifs l'année dernière. Et puis par ailleurs, sur le plan de nos gestions d'actifs, une très bonne gestion financière, qui fait que certaines provisions qui avaient été passées l'année dernière ont été reprises. Et puis, on a profité aussi de la hausse des taux d'intérêt, que les taux d'intérêt à long terme sont maintenant entre 2,50 et 3% sur le 10 ans, mais plus sur ce qu'on appelle le crédit. Et nous avons repositionné une partie de nos investissements sur des actifs de taux et puis aussi sur les actions qui ont une bonne performance. Et ces résultats financiers ont complété en fait ce qui a permis de compenser ce milliard d'euros de difficultés. Donc au total, une année très très solide et en réalité un résultat opérationnel qui est en hausse par rapport à celui de l'année dernière. Est-ce que ça... et vous allez donner combien à l'État? Parce que vous avez vu que l'État, il faut, comme il y a un problème de finances publiques, vous allez reverser combien de votre Alors, l'État résultat à l'État peut être satisfait de la relation que nous avons, puisque, comme vous savez, l'État n'est pas actionnaire, nous n'avons pas d'actionnaire, mais nous allons verser au titre de 2023 2,5 milliards à l'État. 2,5 milliards, ce qui est considérable. 1,5 milliard au titre de la moitié du résultat consolidé que, par tradition, depuis ces dernières années, nous versons. 500 millions au titre d'un équivalent impôt sur les sociétés. Et puis 500 millions au titre des fonds d'épargne. Vous savez que nous gérons les fonds d'épargne, le livret A. Les fonds d'épargne ont fait un très bon résultat l'année dernière, grâce à une gestion financière active. Ils vous ont tordu un peu le bras quand même, ou pas? Parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'argent, non? Non, parce que c'est l'application des règles. La moitié du résultat, ça fait 7 ans que c'est comme ça au moins. L'équivalent impôt sur les sociétés, c'est les règles de l'impôt sur les sociétés. Et sur les fonds d'épargne, dont l'ayant droit économique et l'État, qui d'ailleurs garantit les fonds d'épargne, nous dotons pour avoir une solvabilité, la solvabilité est très élevée, il y a 15 milliards d'euros de fonds propres, 15% de ratio de solvabilité, et donc nous versons 508 millions exactement, pour être précis, après avoir doté à des réserves pour améliorer la solvabilité des fonds d'épargne. Donc le 2,5 milliards, c'est l'application des règles, même si c'est probablement une bonne nouvelle pour l'État. Si vous aviez une recette peut-être pour trouver des économies soumettre ça à Bruno Le Maire, à Bercy, ça serait quoi? En tant que patron de la Caisse? Chacun sa responsabilité. Oui, mais on vous appelle le bras armé de l'État. Donc ce que je peux dire pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'en tant qu'établissement public, on est très attentif à l'efficacité de ce que nous faisons. D'ailleurs, nous avons une équipe qui est spécialisée dans la recherche d'efficacité opérationnelle, parce qu'en fait, nous gérons l'argent des Françaises et des Français, et donc à ce titre, nous devons être exemplaires, et chaque année, nous améliorons notre efficacité. Je reviens juste un instant sur la Poste. On voit que la Poste, il y a quand même il y a un cœur du business qui s'effondre. On le voit bien, il n'y a plus tellement de courriers, puis peut-être que les réformes qu'ils ont faites sur le timbre a rendu un peu incompréhensible le fait de poster une lettre. Est-ce que pour 2024, vous êtes quand même assez inquiet sur la situation de la Poste, voire de la Banque Postale? Ce n'est pas le même sujet, évidemment. Je suis très confiant parce que toute la stratégie de Philippe Val, depuis qu'il est à la tête de la Poste, consiste à compenser la baisse du courrier, qui est inéluctable, par le développement des autres activités. La baisse du courrier s'est accélérée depuis le Covid. Oui. Donc, les équipes en charge ont réagi très brillamment. D'ailleurs, la branche qui s'occupe du courrier est à l'équilibre en 2023. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel comme réaction à des difficultés, à des chocs externes. Et puis, il y a des difficultés qui sont un peu une crise de croissance du côté Géopost, qui sont traitées.
Et sur la Banque Postale, certaines banques ont eu du mal, la Banque Postale n'est pas la seule, avec l'évolution des taux d'intérêt, la remontée des taux à long terme, qui s'est traduit par un peu un retard dans les marges dégagées, notamment dans l'activité de prêt immobilier. C'est en train d'être traité par le nouveau patron de la Banque Postale, Stéphane Dédéian, et donc au total, je suis confiant que l'année 2024 va confirmer le redressement, en fait, déjà commencé en 2023. Et est-ce qu'il y a des effets positifs du rapprochement avec CNP ? Considérable. Mais est-ce que vous avez pu les mesurer en espèces sonnantes et trébuchantes? D'abord, les résultats du groupe La Banque Postale sont bons, grâce à l'amélioration des résultats de CNP Assurance, pour deux séries de raisons, pour être très simple. D'abord, la relation commerciale entre CNP Assurance et le réseau de la Poste s'est améliorée, au service des clients, mais aussi de façon positive pour les opérations. Et puis, grâce à l'opération de rapprochement, les activités d'assurance dommages, d'assurance de biens de la Banque Postale ont été apportées à CNP Assurance, qui, grâce à ça, est devenu un assureur de plein exercice, donc avec une offre complète pour les clients de la Poste, donc des améliorations qui sont en train d'être dégagées. On va parler un instant, parce que vous financez le logement social. On parlera de la crise du logement dans un instant, parce que c'est très important. Et puis vous êtes au cœur de, de la problématique logement avec les HLM et puis le livret A qui sert justement à les financer. Sur l'attractivité, parce qu'Emmanuel Macron, là, il y a quelques jours, a dit qu'il faisait appel à vous, Éric Lombard, à la Caisse des dépôts pour notamment financer encore plus les PME et les TPE. Quel rôle vous allez jouer? Comment ça va se traduire? Parce que vous avez déjà de nombreux outils. Est-ce qu'il faut rajouter encore un nouveau fonds, une nouvelle activité? Alors, de façon régulière, nous engageons des fonds dans des secteurs qui sont à la fois porteurs d'avenir, c'est l'argent des Françaises et des Français, il faut qu'ils se valorisent, mais qui correspondent à des défis. L'année dernière, nous avons investi dans la technologie, un fonds qui s'appelle le CDC Tech Premium, et qui investit dans la technologie. Et nous avons effectivement décidé d'investir dans une classe d'actifs un peu délaissée à tort, qui sont les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne cotées en bourse, avec cet engagement de 500 millions d'euros que nous avons prévu dans notre planification. Et le président de la République, effectivement, a trouvé que c'était une bonne idée. En fait, c'était votre idée et pas son idée, c'est ça que vous voulez dire? Alors, rendons à César ce qui est à César. Le président a souhaité qu'on investisse et qu'on agisse plus fortement pour soutenir ce segment d'activité. Et donc, nous y avons participé parce qu'on pensait que c'était une bonne idée. Et donc, il était normal que ce soit lui qui présente ça à la place. Juste sur la crise du logement, 2-3 questions peut-être. Et après, on reviendra sur le fonds, sur votre fonds, la Caisse de dépôt. Est-ce qu'il faut absolument modifier cette loi SRU qui permettrait d'ouvrir, en fait, dedans les logements intermédiaires? Est-ce que pour vous, c'est une nécessité? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un coup de gueule de nombreux élus qui dit « mais surtout, n'y touchez pas ». Alors, je ne vais pas m'aventurer dans le sujet de la loi qui sera débattue au Parlement, qui est là pour ça. En revanche, notre première priorité, c'est le logement social, et on a prêté l'année dernière près de 10 milliards d'euros pour le logement social. Mais nous sommes aussi les promoteurs, à côté et en plus du logement social, du logement intermédiaire. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que le logement intermédiaire, ça a beaucoup d'avantages. C'est moins cher que le logement libre, même si c'est un petit peu plus cher que le logement social. Et il y a des règles d'attribution qui permettent d'y loger des salariés, des fonctionnaires. Et donc, ça se développe. Mais pour tout vous dire, l'année dernière, quand on a investi 9,5 milliards dans le logement social, on a investi 600 millions de prêts dans le logement intermédiaire. Mais par exemple, quand on a fait un plan de soutien au logement au travers de notre filiale CDC Habitat, on a acheté 17 000 logements à des promoteurs pour les aider. Et là, on a fait 2 tiers de logement intermédiaire et 1 tiers de logement social. Donc c'est important qu'il y ait un mix entre les deux. Le dosage Mais est-ce que justement la modification de cette loi SRU permettra d'avoir ce mixte? Je parlerai plutôt d'un effet désirable de cette modification permettant à la fois de construire plus de logements sociaux et plus de logements intermédiaires. C'est ça qu'il faut viser. Après, la façon de le faire, regarde les élus. Juste en un mot, il y a certains, je ne dirais pas qui, mais vous le savez mieux que moi, on dit, tiens, on pourrait peut-être, puisqu'on cherche des économies à faire, il faudrait supprimer les APL, les aides au logement. Ça serait une grave erreur? Oui, c'est pas du tout une idée qui est en circulation en réalité. Hein, c'est pas du tout considéré. On a touché le fond du trou, du grand trou pour le logement. Le bureau, vous avez déjà expliqué, vous pensez que ça va aller quand même un petit peu mieux, enfin que le plus gros était derrière vous. Sur le logement, on n'est sans doute pas loin de la fin de la glissade, mais ça ne veut pas dire qu'on y est tout à fait. On va rester très engagé cette année. Lors du congrès HLM de Nantes en septembre, on a
annoncé beaucoup de mesures de soutien, le plan d'achat de 17 000 logements, 8 milliards de nouveaux prêts pour le logement social, 5 milliards pour le logement intermédiaire. On va continuer cette année à soutenir la construction, la rénovation énergétique également. Notre filiale CDC Habitat va continuer à construire, probablement plus de 20 000 logements cette année. Et il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent. En fait, la solution à la crise, en tout cas pour le logement social et le logement intermédiaire, demande la mobilisation de tous les acteurs. Et je profite que vous me donniez la parole pour faire aussi un appel aux élus, pour que les élus se mobilisent pour aider à trouver des terrains, trouver du foncier, délivrer des permis de construire pour que le rythme de construction s'accélère. L'année dernière, on a financé la construction de 85 000 logements sociaux. C'est insuffisant. Il faut qu'on fasse plus cette année. Une question qui n'a rien à voir, mais qui va solliciter encore une fois la Caisse des dépôts. Évidemment, la dernière fois, lorsque vous avez interviewé, vous en aviez parlé sur le financement du nucléaire. On voit que sur l'addition, la facture sur les EPR explose. Vous m'aviez parlé de 15 milliards, mais c'était il y a quelques mois. Donc là, on a vu qu'on a revu à la hausse le coût de la facture, 60 milliards. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez financer ? On n'a aucun problème à la fois pour financer le logement social et des nouveaux emplois. L'année dernière, la collecte nette sur les fonds d'épargne, c'était 36 milliards d'euros. Et sur les 2 premiers mois de l'année, c'est 10 milliards d'euros. Oui. Donc s'il faut passer de 15 milliards pour financer le nucléaire à 30 milliards, il y a aujourd'hui 200 milliards de liquidités, alors qui sont investis bien sûr dans l'économie française, mais que nous pouvons engager vers des grands programmes d'infrastructure. Et donc, dans le débat, le dialogue avec EDF, en tout premier lieu avec les pouvoirs publics, effectivement, j'ai confirmé notre proposition de participer au financement du programme nucléaire français. De quelle manière Alors, les prêts des fonds d'épargne sont un outil merveilleux parce que c'est très souple. On peut aller jusqu'à 80 ans. Aujourd'hui, on fait des prêts à 80 ans et pour le nucléaire, c'est probablement la durée qui s'impose. C'est indexé sur l'inflation et sur les taux courts, donc c'est variable et ça suit le rythme de l'économie. D'ailleurs, je rappelle que le maintien par le ministre des Finances à 3% du taux du livret A pour 18 mois est une des raisons du soutien du logement social. Oui. Quand cette mesure a été annoncée, la demande de prêts a explosé et c'est pour ça qu'on a fait une très belle année de prêts en 2023 et qu'on va continuer en 2024. Et donc, c'est aussi sécurisant pour un programme comme le programme nucléaire. Mais vous pensez que les épargnants, toute dernière question, vont accepter de financer le nucléaire ? L'habitat social, oui. Le nucléaire, c'est peut-être un autre débat. Alors, quand j'ai été auditionné par le Parlement pour ma reconduction, j'ai fait cette proposition. Donc, en toute transparence, le Parlement est informé. Et grâce à vous, ce débat a lieu devant les Français. Ça fait quelque temps que ce débat est sur les ondes et dans le débat public. Et sur la table. Alors, encore une fois, le débat sur le nucléaire va continuer à se dérouler. Pour le moment, je n'ai pas entendu de réaction d'opposition manifeste. Certains sont contre, et je le comprends, et c'est leur droit le plus légitime, mais ça me paraît un courant assez minoritaire pour le moment. Merci beaucoup, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, donc d'être venu ici commenter vos résultats, et puis tous ces dossiers d'actualité où, évidemment, on voit la main de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup. Merci à vous.